Bienvenue dans Brise. Je m'appelle Claudia Rendivillo, votre hôte, et ici, on décrypte, dédramatise, on parle haut et fort et sans tabou de santé mentale au travail. Chaque mois, vous retrouverez des personnes parlant de leur vécu de la santé mentale, des professionnels du monde de la santé, et enfin, des dirigeants et autres acteurs du monde du travail. Ici, on parle de santé mentale au travail et on vous montre que ça marche. Eh bien, bonjour Élise, Bonjour Claudia. bienvenue sur le podcast Brise. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis vraiment ravie de t'accueillir aujourd'hui pour cet épisode. Et sans plus tarder, est-ce que tu pourrais te présenter et expliquer un petit peu ton parcours à ceux qui nous écoutent? Bien sûr, je m'appelle Élise, je travaille dans une mairie et j'ai découvert il y a 4 ans que j'étais bipolaire de type 1. La bipolarité de type 1, c'est celle où il y a des crises maniaques, mais j'y reviendrai dans l'explication un peu plus tard. Et j'ai un parcours scolaire du coup qui est pas entaché par la maladie, j'ai fait des études un peu comme je le souhaitais. J'ai pas eu de frein spécialement au moment de ma vie de jeune adulte, puisque les troubles sont apparus quand j'étais déjà en poste à la mairie. D'accord. Et du coup, j'ai pu faire mes études comme je le souhaitais. Donc, j'ai fait une hypocagne à Paris et ensuite j'ai fait Sciences Po Lyon et ensuite un double master avec l'IAE de Saint-Étienne. Ok, top. Merci pour cette présentation concise. Et justement, là, comme tu commençais à l'évoquer, tu disais que tu t'es aperçu il y a 4 ans, du coup, que tu vis des troubles bipolaires de type 1. Alors, est-ce que tu pourrais expliquer à ceux qui nous écoutent qu'est-ce que sont les troubles bipolaires et c'est quoi le type 1, voilà. Enfin, comment ça se manifeste concrètement? Moi, je ne suis pas psychiatre, mais je connais ma maladie, je vais l'expliquer avec mes mots. En fait, un trouble bipolaire, c'est ce qu'on appelait auparavant un trouble maniaco-dépressif. Et il faut savoir du coup que c'est un trouble de l'humeur, donc pas de la personnalité. C'est pas de la schizophrénie, par exemple, qui est un trouble de la personnalité. En l'occurrence, la bipolarité, c'est un trouble de l'humeur, donc ça joue vraiment sur l'humeur. Et ça va occasionner des hauts et des bas. Et donc, ce qui va monter le plus haut, c'est la crise maniaque. Et en descente, le plus bas, c'est la dépression. Voilà. Et bipolaire de type 1, ça signifie qu'il y a des crises maniaques. Effectivement, c'est au moment de la découverte de mon trouble, j'ai fait une crise maniaque. C'est comme ça que j'ai su que j'étais bipolaire et en l'occurrence bipolaire de type 1. J'avais déjà eu des épisodes un peu de dépression auparavant. Et j'ai des personnes que je connais qui sont bipolaires de type 2, qui ont justement des épisodes dépressifs beaucoup plus caractérisés et pas trop de montée. Il faut savoir aussi que dans le trouble bipolaire de type 2, donc sans crise maniaque, il peut y avoir des crises hypomaniaques, donc hypo du grec sous, donc en dessous de la crise maniaque. Et c'est un état où on est surexcité, qui se caractérise par, il y a différents symptômes, mais par exemple des dépenses excessives, une baisse du sommeil, une baisse de l'appétit, une logorrhée, une tachypsychie. Donc ça, c'est les pensées qui défilent dans la tête sans qu'on puisse les stopper. Et une logorée, justement, c'est quand on parle vite, c'est Beaucoup, ça? ouais. Enfin, beaucoup. Beaucoup. Voilà, ouais. Mm, Ok, c'est ça. merci. Et la crise maniaque à proprement parler, donc qui existe dans le trouble bipolaire de type 1 et ce que j'ai moi et ce que j'ai eu fin 2019, c'est une crise avec euh, des délires. Il peut y avoir des hallucinations. En fait, ça dépend un peu de chaque personne, mais une crise maniaque vraiment caractérisée peut aller jusqu'au délire. Donc moi, c'est ce que j'ai eu. J'ai eu des hallucinations, notamment sensorielles. Je croyais que j'étais en train de faire une fausse couche, par exemple. D'accord. Donc, tu sentais dans ton corps. Voilà, c'est ça. Ouais, tout à fait, c'est ça. Ok.
Et donc accompagné de pensées tout à fait caractéristiques du trouble et de la crise maniaque. Souvent, et d'ailleurs c'est un peu un cliché, les malades de psy se prennent pour le Christ. Ça, tu as dû déjà l'entendre. Ouais. Voilà. Et donc, en fait, il y a une mégalomanie qui s'installe et on cherche. Enfin, moi, je croyais que j'étais dans une théorie du complot. Je cherchais l'ordre, je cherchais la sortie, je cherchais l'issue parce que je sentais que tout s'emballait et je me disais, mais quelle est la solution? Qu'est-ce qui se passe? Et je demandais à mes amis, dites-moi ce qui se passe. Je sentais que vraiment ça dérapait totalement. Ah Et ouais. mes amis me disaient, mais il y a rien, il se passe rien du tout. Et moi, je comprenais pas. Du coup, j'avais très peur. Et du coup, j'ai fini par croire que non pas moi j'étais le Christ, hein, puisque je croyais que j'étais en train de faire une fausse couche. Je croyais que mon copain était le Christ et que moi j'étais Marie-Madeleine et que je faisais une fausse couche. D'accord. Ouais, Donc, donc on la voit, fébrique de Jésus, quoi. oui, c'est ça. C'est ça. C'était vraiment au plus fort de l'épisode. Et ensuite, j'ai été hospitalisée et on m'a donné des médicaments calmants très forts. Du coup, j'ai un peu perdu la mémoire. Et je me souviens d'avoir émergé devant un yaourt. J'étais à la cantine de l'hôtel psychiatrique. Et donc, je me souviens de m'être réveillée, entre guillemets, à ce moment-là et de m'être dit, mais qu'est-ce que je fais là? Ouais. Ouais, donc en fait, c'est ça. Effectivement, quand tu disais, donc on peut avoir des hallucinations, des idées de grandeur, en fait. Effectivement, on prend des références, ça peut être des personnages historiques, religieux, comme tu l'as vécu. Ça peut être des gens aussi qui se pensent être président ou que sais-je, enfin, président de la République. Enfin, ça peut être vraiment, comme tu dis, hyper varié. Finalement. Et donc oui, finalement, c'est parce que du coup, tu as eu cet épisode-là que, en fait, il y a tes proches qui ont pu t'accompagner aux urgences. Ouais. Comment... Ouais, c'était ça. Ouais, ouais, ouais. En fait, ils ont remarqué que quelque chose clochait et ils ont proposé de me raccompagner parce que j'étais à ce moment-là pas chez moi. Et alors d'habitude, j'aurais jamais accepté qu'on me raccompagne, de déranger des personnes pour me faire faire 1 heure de voiture alors que j'aurais pu prendre le train. C'est quelque chose que je me serais interdit en temps normal. Et là, j'étais tellement mal et j'avais tellement peur. Et surtout, je croyais qu'ils étaient dans un complot. Donc, je croyais qu'il y avait un ordre du monde. Et je pensais qu'ils étaient à la solde. Du coup, c'est un peu bizarre, mais en fait, j'ai accepté tout de suite qu'ils me raccompagnent en voiture. Ils m'ont raccompagnée à mon appartement et ça n'allait pas mieux. J'appelais mon copain, je lui disais, dis-moi ce qu'il y a, avoue-moi les choses. Et lui, il comprenait pas ce que j'avais et du coup, ils m'ont emmenée aux urgences. Et aux urgences, j'ai dû être contentionnée, j'étais hors de moi, enfin, dans un délire assez puissant et agitée, très agitée. Et donc, ils ont dû me contentionner et m'emmener directement en unité psychiatrique. Ouais, c'est ça. Oui, parce que là, potentiellement, comme tes amis, enfin, ton copain, tout ça, ont vu que potentiellement, enfin, comme ils comprenaient pas ce qui t'arrivait, potentiellement, si il y avait urgence dans le sens où, on savait pas, enfin, ils savaient pas peut-être si t'allais te faire du mal à toi-même ou, enfin, c'était un peu non, pas forcément. C'est juste qu'ils comprenaient Il n'y pas avait et, pas spécialement l'idée de faire du mal, donc que ce soit à moi-même ou aux autres, mais par contre, j'étais très, très agitée. J'avais ouais, c'est très, ça, très c'est peur. l'agitation. Oui, bah oui, oui, j'étais terrorisée et surtout je leur en parlais. Enfin, je leur demandais ce qui se passait. Ils voyaient bien que c'était irrationnel, donc ils voyaient bien qu'il y avait quelque chose. Mais c'est vrai qu'ils ont mis du temps à s'en apercevoir et ce sont 2 médecins. D'ailleurs, s'ils écoutent ce podcast, voilà, ce sont mes sauveurs. Ils le savent. Et en fait, bien qu'ils soient médecins, ils ont eu vraiment du mal à prendre la mesure de ce qui m'arrivait parce que je commençais à être agitée et à être irrationnelle et incohérente déjà le matin. Et ils m'ont emmenée aux urgences, c'était 19, 20 heures. D'accord. Voilà. Ok.
Donc en tout cas, tu as pu être prise en charge. Donc c'est là où du coup ton parcours a pu commencer, ton parcours de soins, du coup, de prise en charge. Je sais pas si tu souhaites en parler, voilà, s'il y a des choses que tu penses qui pourraient être utiles à des personnes qui nous écoutent, soit qui peuvent se reconnaître un peu dans les symptômes que tu as évoqués, ou même qui ont peut-être quelqu'un de leur entourage, ou que ce soit au travail ou dans leurs amis, en fait, qui peuvent peut-être vivre ça et bah, comment ça s'est passé pour toi et voilà. Et ben moi, donc au début, ils ne savaient pas quel était le diagnostic, donc ils m'ont hospitalisée et j'étais en unité de soins psychiatriques. Mais je voyais la psychiatre et un autre psychiatre, enfin j'avais deux psychiatres qui se relayaient autour de moi et ils ne savaient pas. Ils disaient à mon copain, bah, on ne sait pas, est-ce que c'est de la schizophrénie, est-ce que c'est de la bipolarité, est-ce que c'est une crise isolée? Parce que par exemple, quand on a des problèmes de thyroïde, on peut faire une bouffée délirante. Et c'est exactement les mêmes symptômes. Donc, ils ne savaient pas. Et du coup, j'ai fini par... Donc, j'ai été internée avec des idées délirantes. Je croyais que j'étais dans un escape game. Je cherchais la sortie. Enfin, c'était vraiment... j'étais pas du tout guérie, quoi. J'étais pas du tout rétablie. Et pourtant, j'ai pu sortir quand même une première fois. Et je le dis parce que c'est très important. En fait, il faut vraiment pas hésiter à rester quand on va pas bien ou à y retourner. Parce que du coup, moi, j'avais vraiment, bah, je cherchais la sortie, hein, comme je l'ai dit déjà, je cherchais la solution. Parce que on est dans un état d'agitation tel qu'on ne peut pas dormir, on ne peut pas manger, on ne peut pas se reposer, on ne peut pas lire, on ne peut pas regarder la télé, on ne peut pas échanger, on ne peut pas s'exprimer. Voilà, c'est une impasse, vraiment. Et donc moi, quand je suis sortie de l'hôpital, parce que enfin, comment dire? Je vais pas dire que je suis intelligente, mais voilà, j'ai une éducation, j'ai déjà vu des psychologues, j'avais un peu l'idée de ce qui se passait, et donc j'ai été un peu maline et j'ai pu sortir alors que j'allais pas bien du tout. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que en sortant, bah, j'allais toujours très mal, des grosses difficultés à marcher, à m'exprimer, à dormir, à lire. Enfin, vraiment, on ne sait pas ce qu'on peut faire pour dépasser cet état. Enfin, c'est très, très difficile. Et du coup, je me suis retrouvée à faire une tentative de suicide en prenant les calmants. Il m'avait pas mis de traitement pour la bipolarité puisque le diagnostic n'était pas encore posé. Hmm. Du coup, j'avais des calmants mais qui ne me convenaient pas du tout. Et j'ai pris tous les calmants d'un coup. Et de là, voilà. De là, mon copain est rentré à l'appartement et m'a dit, est-ce que ça va? Et j'ai dit, ben non, ça va pas trop. Et, et donc, il a appelé les pompiers et j'ai été en unité de soins. Alors, je sais plus comment elle s'appelait. J'ai pas été en réanimation, je ne crois pas. Mais je crois que c'est l'UPU, l'unité de soins post-urgence, avant d'être réintégrée à l'unité psychiatrique. Ok. Et là, j'ai eu la visite d'un psychiatre que j'avais vu, mais sous les gros, gros calmants, là. Et du coup, je ne me souviens pas, je n'ai pas en mémoire l'entretien que j'ai eu avec ce psychiatre au moment où je suis rentrée à l'hôpital en premier. Par contre, la deuxième fois que je l'ai vu, j'ai reconnu son visage, alors que j'ai aucun souvenir de l'entretien. Mais je lui ai dit, oh, mais je vous connais, je vous reconnais. Et avec cette tentative de suicide, c'est là qu'ils ont posé le diagnostic et qu'ils ont compris que j'étais bipolaire. Et ils ont mis en place un traitement. Et là, j'ai pu trouver une forme de paix. Enfin, c'était très compliqué au début, mais en tout cas, l'état d'agitation, pardon, est passé. D'accord. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que ça montre aussi que finalement, dans les troubles bipolaires, mais aussi dans d'autres types de troubles, finalement, il y a aussi le risque suicidaire qui est présent. Et d'ailleurs, on pourra mettre dans la description des numéros qui pourront être utiles. Il y a notamment le 31 14, il y a bien sûr le 15 en cas d'urgence, mais c'est sûr que bah, quand on va pas bien, qu'on voit pas le bout, enfin, je sais pas exactement comment, enfin, quand tu es sorti et ce qui t'a poussé peut-être à prendre ces médicaments-là, mais quand on n'est pas bien, quand on voit pas le bout, bah en fait, oui, il peut y avoir des actes qui se retournent contre nous, quoi. Il peut y avoir ça. Alors moi, j'étais en crise maniaque, hein, donc très très haut. L'humeur était très très haute. Et puis, il peut y avoir aussi l'humeur très très basse.
avec une dévalorisation, des pensées négatives, des pensées suicidaires. Et là, les numéros sont vraiment très utiles et de se faire accompagner. Et c'est vrai que dans la population bipolaire, le risque suicidaire est beaucoup plus élevé que dans la population générale. Mmh. Donc, c'est toujours très utile de le rappeler, oui. Oui, tout à fait. Oui et puis, en fait, dans ce que tu montres aussi sur ton parcours de soins, c'est vrai que ça montre aussi que des fois, bah, même pour les professionnels de santé, c'est pas toujours évident de tout de suite poser le diagnostic parce que comme tu disais, bah, il y avait plusieurs possibilités sur ce qui t'arrivait, mais que, bah, certes, le diagnostic peut être long, mais d'où l'intérêt aussi, bah, d'être prise en charge le plus vite possible pour pas, et pas hésiter à consulter des spécialistes, enfin, voire plusieurs, de retourner aux urgences ou de voir, C'est des ça. professionnels de santé pour essayer de ouais, de poser le diagnostic qui va permettre une prise en charge, et trouver au fur et à mesure la prise en charge adaptée. Il faut savoir qu'il y a une errance diagnostique. Des personnes bipolaires, elles sont diagnostiquées au bout de 5, 10 ans en moyenne. Enfin, j'ai pas les chiffres exacts, mais moi, ça a été très rapide parce que j'étais en crise maniaque. Mais alors, il y a vraiment des gens en souffrance qui mettent des années à avoir leur diagnostic. Ouais. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, ce que tu soulignes, c'est ça, c'est finalement, c'est pas toujours visible. Enfin, si on n'est pas effectivement dans une phase, très poussée, enfin très basse ou très haute dans l'humeur, soit plutôt, type dépressif ou plutôt, type, maniaque, bah, en fait, on peut être des fois, dans l'entre-deux et comme tu dis, c'est ça qui fait qu'il y a un retard de diagnostic, quoi et c'est Et vrai puis les que gens n'osent pas, ça fait peur, c'est tabou. Les gens n'osent pas forcément appeler à l'aide. Moi, quand j'ai fait ma tentative de suicide, je voulais vraiment, je me souviens, je voulais pas embêter personne. Enfin, je voulais pas peser sur mon copain, je voulais pas peser sur la société. Il faut, quand on est en souffrance, euh, consulter, enfin comprendre qu'il y a des moyens développés par la société pour nous aider et il faut vraiment pas hésiter à y avoir recours. Là où j'ai fait une erreur, moi. ouais, c'est ça. Non, mais merci de le dire parce que c'est vrai que comme tu dis, en fait, il y a une sorte de culpabilisation qu'on peut avoir nous, comme tu dis, pas avoir envie de déranger. Puis on est aussi soi-même conscient des fois enfin, c'est l'auto-stigmatisation, quoi, finalement. C'est-à-dire que on est conscient comme c'est des sujets tabous, bah, on n'a pas envie de consulter parce que, bah, pour plein de raisons, en fait. La peur du diagnostic, Voilà, à la peur du diagnostic, on se dit non, mais ça va passer. Enfin, on peut se dire plein de choses comme ça, quoi. tout à fait, absolument. Et justement, peut-être que, parce que toi, tu disais que bon, tu as vécu cette crise maniaque, donc c'est ça qui a finalement permis la prise en charge et a finalement été jusqu'au diagnostic ensuite. Donc ça s'est passé pour toi comme ça. Mais est-ce que maintenant, toi qui connais peut-être aussi un peu mieux ton trouble, est-ce qu'il y a d'autres signes ou d'autres symptômes qu'on pourrait repérer, que les gens qui nous écoutent pourraient repérer et qui pourraient peut-être faire penser à ces troubles bipolaires. Et attention, là, enfin, en disant ça, l'idée, c'est pas de poser un diagnostic ou quoi que ce soit, hein, mais c'est de repérer peut-être les indices qui peuvent laisser penser à ça. Bah, bien sûr. Alors, si, si, parce que moi, donc, j'ai fait cet épisode maniaque unique. Par contre, aujourd'hui et depuis, j'ai un traitement qui m'empêche d'aller vers une humeur trop haute et un autre traitement qui m'empêche d'aller vers une humeur trop basse. Donc, c'est la famille des antipsychotiques et des antidépresseurs. Je prends un couplet entre les deux. Et ça n'empêche pas que mon humeur fluctue. Et du coup, je peux tout à fait te dire ce que je ressens et ce qui se passe. Alors, c'est des épisodes qui sont longs. Dans la maladie bipolaire, c'est des épisodes qui sont éloignés, tandis que dans le trouble borderline, c'est très rapproché. Dans le trouble bipolaire, ça va pouvoir durer des semaines, des mois, voire des années. Donc là, au moment où je te parle, je suis dans une phase un peu haute. Euh, et je m'identifie parce que j'ai beaucoup moins besoin de manger. J'ai perdu 5 kilos en l'espace de 2 mois. Euh, j'ai beaucoup moins besoin de dormir. Je me réveille à 5 heures du matin tous les jours, voire à 4 heures ce matin. Euh, j'ai envie de dépenser mon argent, j'ai envie et en fait il y a des dépenses excessives qui sont faites par les personnes qui ont l'humeur plus haute, par les personnes bipolaires ou borderline qui ont leur humeur qui s'envole. C'est très caractéristique
Et en fait, on est très vite tenté par des choses, ça peut paraître absurde. J'ai un ami qui avait acheté des miles qui correspondent à des points de fidélité en fait pour les compagnies aériennes, sachant qu'il n'allait pas du tout prendre l'avion à ce moment-là, mais peut-être pour 2 000 euros, donc des achats complètement incohérents, enfin des réalités. Moi, quand j'ai fait mon épisode maniaque, j'avais acheté des habits qui n'étaient pas à ma taille. Donc, c'est vraiment des dépenses loufoques. D'accord. Oui, qui sort de ce que tu as l'habitude de dépenser d'habitude quand tu es dans une phase un petit peu plus basse ou dans un entre-deux, quoi. Euthymique, on dit. Euthymique, très bien. Ouais, ouais. D'accord. Voilà. C'est soit bas, soit haut, et si entre les deux, c'est euthymique. D'accord. Bah, tu vois, tu viens de m'apprendre quelque chose. Ok. Et donc ça, c'est caractéristique de l'humeur haute. Et ensuite, l'humeur basse que j'ai vécue aussi beaucoup. Bah alors chez moi, ça occasionne des troubles cognitifs. C'est-à-dire qu'au travail, c'est extrêmement compliqué parce que j'ai du mal à m'exprimer, j'ai du mal à mémoriser, j'ai du mal à produire en général. Et du coup, au travail, c'est extrêmement compliqué parce que ça occasionne vraiment ces troubles cognitifs. Et associé, j'ai des pensées négatives, des pensées, par exemple, de dévalorisation, où je me sens laide, je me sens bête, je me sens inutile, et j'ai peur qu'on le découvre. À chaque fois, dans mon boulot, je me dis, mais je suis une imposture et tout le monde va s'en rendre compte et je vais être virée. Et alors que quand j'ai des phases hautes, je me dis que je bosse super bien, que je suis trop efficace. Enfin, c'est très, très puissant. C'est vraiment très, très puissant. Je suis passée là récemment d'une humeur qui était plutôt basse à une humeur qui est plutôt haute. Et je suis passée du jour au lendemain à je suis dégueulasse, je ne me supporte pas, à et mais attends, mais pourquoi j'ai pas fait du mannequinat? Mais c'est incroyable. C'est vraiment, vraiment très puissant. C'est hallucinant. Hmm. Ouais, non, mais merci de le dire parce que on voit qu'il peut y avoir des symptômes, enfin des signes comment dire, anodin dans le sens quand tu dis, bah, je sens que j'ai moins besoin de dormir, je me réveille plus tôt, moins besoin de manger. Et puis, tu as des choses aussi, effectivement, cette énergie qui, toi, est un peu bouillonnante et te porte énormément. Et puis, à l'inverse, ouais, qui t'empêche, qui te ralentit, en fait. Et littéralement, même au niveau cognitif, comme tu le disais, avec des soucis de mémorisation. Je sais pas si du coup ça entraîne des problèmes de concentration aussi. Oui, oui, c'est ça. C'est aussi Oui. ces choses-là. Donc, mais merci de le dire parce que du coup, ça permettra aussi peut-être à ceux qui nous écoutent de se dire, ah, bah, peut-être moi j'ai vécu ça, ou alors peut-être mon proche, mon collègue, c'est vrai qu'il est un peu sous deux phases, ça dure plus ou moins longtemps. Donc, bon, je pense que c'est important en tout cas, à travers ce que tu dis, de diffuser cette connaissance-là, en fait, tout simplement, même si après, l'idée, c'est toujours de pas poser de diagnostic parce que tant qu'on n'est pas professionnel de santé, on n'est pas habilité à le Il y a faire. des centres Mais spécialisés, hein. voilà, il y a des centres spécialisés. Je pense qu'on pourra les mettre dans la description à la suite de cet épisode. Mais donc merci en tout cas de le préciser. Donc oui, donc là tu nous as parlé des signes et symptômes enfin pendant ces deux phases et puis dans la phase euthymique du coup, tu nous as parlé un peu de comment tu as découvert ces troubles-là, comment tu as été prise en charge et du coup comment, en parallèle de cette prise en charge, tu t'es fait aider? Est-ce que, par exemple, bah, ton entourage a joué un rôle? Est-ce que tu as eu d'autres ressources qui t'ont aidé? Et puis, euh, et puis, comment après ça s'est passé justement au travail? Tu l'évoquais un tout petit peu justement sur le fait que c'était compliqué quand il y avait ces difficultés cognitives. Bon, ça fait beaucoup de questions, mais peut-être déjà, bah, prends celle qui te vient sur l'aide, l'entourage ou le travail. Alors, à l'époque où j'ai fait ma crise maniaque, j'avais une psychiatre qui tenait pas trop la route. Et du coup, je cherchais des groupes de parole parce que j'avais énormément besoin d'échanger avec des personnes qui connaissaient la maladie et qui pouvaient témoigner de leur vie avec cette maladie, puisque on peut vivre avec la maladie. C'est ce que j'ai appris après ma tentative de suicide. En fait, j'ai réalisé que finalement, c'est compatible, on peut vivre et on peut même vivre heureux. En étant bipolaire. Alors ça, c'était vraiment le scoop de mon année 2020. Donc une fois que j'ai compris ça, j'ai voulu chercher des témoins et je me suis tournée vers une association dont je me souviens plus le nom au début.
qui était vers là où j'habite. Et la personne au téléphone m'a dit, mais écoutez, de toute façon, cette maladie, c'est beaucoup plus dur pour les proches que pour les personnes concernées. Et ça m'a vraiment fait mal au cœur. Et du coup, j'ai pas voulu aller dans cette association et j'ai regardé en ligne. Et là, je suis tombée sur la Maison Perchée, qui est une association aujourd'hui qui a ouvert un lieu de passage, d'écoute, d'événements à Paris, au 59 avenue de la République. Et à l'époque, c'était uniquement en ligne. Donc, toutes les activités sont déclinées sur les noms d'oiseaux, comme ça s'appelle la Maison Perchée. Et moi, j'ai pu avoir la chance de faire un nid. Donc, c'est un échange individuel avec une seule personne. J'ai pu faire des perchoirs qui sont des groupes de parole. Et j'ai pu faire des piailleries qui sont des créations qu'on envoie à l'association et qui les expose. Donc, vraiment, ça a été salutaire. J'ai pu échanger avec, je pense à plein de gens. Je pense notamment à Maxime et à Jérémy qui étaient dans mon premier perchoir et qui m'ont appris qu'on pouvait vivre avec, qui m'ont appris qu'on pouvait être heureux, qui m'ont appris comment gérer, qui m'ont aidé à mettre des mots et à comprendre ce qui se passait. Et j'avais énormément besoin d'échanger. Donc, je peux conseiller à toutes les personnes atteintes de troubles psychiques, la Maison Perchée, ça a été vraiment salutaire pour moi. Ouais. Et quand tu dis justement Maxime et Jérémy, c'était 2 personnes qui comment dire, ont des troubles aussi bipolaires ou pas forcément d'ailleurs, et qui t'ont aidé justement et qui ont eu cette posture de père aidance finalement avec toi et qui t'ont aidé. D'accord, ouais, c'est ça. Absolument, c'est exactement ça. Maxime, en l'occurrence, c'est le président de l'association La Maison Perchée. D'accord. Enfin, il est coprésident avec trois autres nanas qui sont super. Et si, il est bien atteint de troubles bipolaires et il a créé cette maison avec ces trois autres personnes parce qu'il trouvait qu'il n'y avait pas d'intermédiaire entre le monde médicalisé et le monde qui nous entoure. Donc, pour une personne sortant de l'hôpital psychiatrique, se retrouver dans la société telle qu'on la connaît, c'est très déstabilisant. Et donc, il voulait qu'il y ait un entre-deux et il y a aussi des actions de déstigmatisation pour parler de la maladie et pour faire comprendre que c'est pas une fatalité, qu'on peut vivre avec et qu'on nous sommes des gens très fréquentables, nous les bipolaires. Merci de le rappeler. Voilà, que ça c'est hyper important et on mettra bien évidemment le lien de la Maison Perchée voilà, dans la description pour que les personnes qui ont envie d'aller voir puissent le faire. C'est très important, hein, ça fait partie des voilà, de ne pas hésiter à trouver des lieux ressources aussi en parallèle de la prise en charge médicale, des proches qui peuvent être là. Je pense qu'effectivement, il y a ce côté, comme tu l'as souligné, si finalement ils t'ont appris plein de choses en fait, parce que vous vivez la même chose et je pense que ouais, c'est pas la même parole aussi que le professionnel de santé, alors qu'il faut aller consulter et qui est très nécessaire et indispensable. Mais en tout cas, cette communauté de vécu, elle apporte aussi autre chose et elle fait du bien, quoi. Ah ouais, c'est indispensable. Ouais, super. Non, mais merci d'avoir fait ce focus-là. Et d'ailleurs, tu disais, je crois, à un moment donné, tu disais, oui, du coup, j'ai recherché de l'aide ailleurs parce que j'avais une psychiatre qui tenait pas la route. Et qu'est-ce que ça veut dire pour toi? C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui te convenait pas, qui t'écoutait pas, qui... Voilà. Oui, c'est ça. Les consultations duraient 10 minutes, un quart d'heure. Donc, c'est pas vraiment suffisant, surtout au sortir d'un épisode maniaque. Et puis, bon, en l'occurrence, il y avait cette idée de fausse couche. En fait, j'avais arrêté la pilule juste avant mon épisode maniaque dans l'objectif de faire un enfant. Et j'ai eu un traitement après ma tentative de suicide qui est très très lourd et est totalement incompatible avec une grossesse. Et ce qui m'a le plus choqué avec cette psychiatre, c'est que la consultation déjà durait pas longtemps, elle s'intéressait pas spécialement à mes symptômes, à me rétablir, etc. Mais surtout, elle me montrait des photos de ses petits-enfants. Et j'ai trouvé ça très cruel en fait pour quelqu'un comme moi. Qui n'avait pas la possibilité de lancer mes essais bébés alors que j'en avais très envie et que c'était mon projet avant l'épisode maniaque. Et du coup, j'ai pu changer et maintenant j'ai une psychiatre qui est extraordinaire, qui est très très bien. Et donc, il y a toute l'aide médicale, toute l'aide de l'association et toute l'aide de mon entourage aussi. Ils ont été extrêmement présents.
Et je te parlerai aussi à mon travail, comment ça s'est passé. Ouais, bah oui, bah on peut aussi bah, y aller, vu qu'effectivement sur le travail justement, parce que tu vois, tu me parlais donc de cette phase mania qui arrivait, donc prise en charge, etc., comme on l'a déjà dit. Est-ce que du coup, bah, tu travaillais certainement à ce moment-là? Comment ça s'est passé? Ouais, comment ça s'est passé à ce moment-là par rapport au travail? En fait, j'étais chef de service et j'avais pas mal de pression et notamment des enjeux financiers et du management qui me stressaient énormément. Et la crise maniaque, je l'ai faite le week-end. Donc, en fait, j'ai été hospitalisée, donc ils m'ont pas vu revenir le lundi. Et mon premier arrêt maladie, il a duré 2 mois. Et en 2 mois, j'ai eu le temps de faire mon épisode maniaque, ma tentative de suicide, la mise en place de mon traitement et reprendre le boulot. Ah ouais, Donc, c'était sacrée semaine hein, pour toi. sacré parcours. Et du coup, je suis retournée au travail. J'étais pas encore bien, voilà, équilibrée. J'avais ce traitement qui ne me convenait pas. Euh, J'avais beaucoup d'angoisse. Ça n'allait pas très bien. Et du coup, bon, j'ai pu profiter d'un mi-temps thérapeutique, mais c'est pas ça. Enfin, moi, je préfère être à plein temps. Enfin, aujourd'hui, je suis à plein temps et je suis plus équilibrée du point de vue de la maladie et du point de vue de ma vie, tout simplement. Et je préfère largement. Enfin, le mi-temps thérapeutique, c'est peut-être une solution sur le court terme, mais vraiment, enfin, faut se soigner et être plutôt rétabli. Et on a la capacité de faire un plein temps. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai. Ça peut aider d'autres personnes peut-être à reprendre le pied à l'étrier, en fait. Parce que c'est pas éternel. Enfin, le mi-temps thérapeutique, c'est limité. Alors, je sais plus si c'est 1 an, 3 ans, mais voilà, ça peut pas durer éternellement, mais ça peut permettre de remettre le pied à l'étrier. D'accord. Et du coup, à mon travail, donc ils n'ont pas su du tout ce qui m'était arrivé parce que j'en ai pas du tout parlé. On a mis ça sur des problèmes de thyroïde, puisque j'ai une thyroïdite d'Hashimoto en l'occurrence. Donc c'est un dérèglement hormonal. Et voilà, on n'est pas rentré dans les détails. Et moi, de fil en aiguille, j'en ai parlé à des collègues. Donc j'en ai parlé à des collègues proches, j'en ai parlé de plus en plus librement. Et aujourd'hui, j'en parle même à des collègues qui sont pas forcément proches, au détour des conversations, uniquement pour me dire, ben, j'ai rien à cacher et c'est pas un stigmate. Et Mm. j'assume pleinement et on devrait pouvoir en parler librement. Mais si l'occasion s'est pas présentée, je le fais pas d'emblée. Ma chef de service, par exemple, qui est arrivée récemment, n'est pas au courant. Mais si elle l'apprend, par exemple, en écoutant ce podcast, moi, j'ai aucune difficulté avec ça. Ouais. Ouais, bah, en tout cas, merci de le dire parce que effectivement, c'est vrai que comme tu l'as souligné au début de parcours, enfin, t'avais pas forcément exprimé, enfin, tu l'as pas forcément tout de suite évoqué au travail. Euh, et justement, qu'est-ce qui toi t'a aidé justement à pouvoir en parler à des collègues, bah certes, j'imagine de confiance avec qui tu te sentais bien, mais comment c'est arrivé? Est-ce que c'est arrivé dans la conversation? Est-ce qu'un jour tu t'es dit bah moi j'ai envie d'en parler. Enfin, est-ce que tu t'es décidé et tu l'as fait? Enfin, voilà, comment ça s'est passé? Parce que je me dis, voilà, parmi les gens qui nous écoutent, il y en a peut-être beaucoup qui sont touchés en fait, qui sont diagnostiqués, mais qui aujourd'hui osent pas en parler à leur travail. Donc peut-être que toi, par ton expérience et ton vécu, peut-être ça pourrait les aider à progressivement passer le pas, peut-être. Alors, moi, c'est rigolo. En fait, j'ai une collègue qui un jour m'a dit, alors parce que le terme de bipolaire et le terme de schizophrène sont utilisés comme des insultes, malheureusement, et je me bats contre ça. Et donc, j'ai une collègue qui me dit, oh là là, tel type, il est insupportable, c'est vraiment un bipolaire. Et c'est là que j'ai dit pour la première fois à une collègue, mais c'était une collègue de confiance, je lui ai dit, écoute, ce n'est pas ça être bipolaire, et moi, je suis bipolaire. Et ça l'a vraiment, elle en a pleuré. Donc ça, c'était la première déclaration. Et ensuite, la deuxième fois, j'ai eu une collègue qui était très mal dans sa peau, qui était pas bien du tout, ça se passait mal dans le service. Et en fait, elle me racontait ses difficultés. Et pour l'appuyer, pour lui montrer qu'elle n'était pas toute seule, je lui ai dit que j'étais bipolaire. Hmm.
Et puis ensuite, de fil en aiguille, j'en ai parlé parce que je parle de mon association et je vends en ce moment des poèmes qui s'appellent Les Fleurs du Bien, qui sont en vente en librairie là où j'habite et puis aussi sur les sites de la Maison Perchée. Enfin, il est pas en vente sur les sites de la Maison Perchée, mais je veux dire, en prenant contact avec l'association, on peut en commander, bien entendu. Et du coup, j'ai communiqué sur ce livre et en disant que chaque euro du livre est reversé à l'association La Maison Perchée. Et donc, de fil en aiguille, des collègues m'ont dit, mais La Maison Perchée, c'est quoi? Alors, j'explique. Et du coup, pourquoi tu es dans cette association? Et genre, parce que je suis bipolaire. Et c'est comme ça que j'en parle, en fait, aujourd'hui. J'ai pas, j'ai la chance de pas avoir d'épisode vraiment trop fort qui me forcerait à dire j'ai un problème, voilà. J'en parle au détour des conversations pour parler de mon livre, pour parler de mon parcours ou pour soutenir, comme je le disais, émotionnellement une collègue, voilà. Ouais, c'est super. Bah, merci, pour, de cette précision et justement, comment les gens réagissent? Alors tu l'évoquais, face à cette collègue qui du coup, est un peu tombée des nues et s'est mise à pleurer, donc c'était ce cas de figure-là. Mais les autres, par exemple, je sais pas, quand tu parles de la maison de Percher, enfin, voilà, quelles sont leurs réactions? Eh ben, la plupart du temps, les gens ont des réactions appropriées. Donc, ce que j'appelle appropriées, c'est-à-dire, ils m'écoutent, ils me posent des questions, je réponds volontiers, avec plaisir, si je peux aider à déstigmatiser et à faire comprendre ce que c'est. Mais j'ai eu aussi des réactions qui n'étaient pas appropriées. Et en l'occurrence, je vais te raconter la dernière en date. Donc, je dis, voilà, la maison perchée, je suis bipolaire, etc. Et la personne me dit, oh, mais tu prends des médicaments, mais les médicaments, c'est pas, voilà, c'est pas top. Et puis, tu vas pas, quand même pas en prendre toute ta vie. Et donc, j'ai trouvé ça extrêmement déplacé parce qu'en fait, déjà, on ne s'immisce pas dans la prise en charge de la maladie par la personne concernée. Voilà, c'est personnel et c'est en lien avec les médecins. Et donc, il n'y a pas à donner son avis sur prendre ou pas des médicaments. Et ensuite, c'est une maladie qu'il faut prendre au sérieux, enfin, qui a beaucoup d'impact. Et si on se médicamente pas, ça peut faire des ravages. Donc, je trouve ce discours très dangereux. Et vraiment, mais peu importe, je continuerai à en parler. Même si j'ai des réactions qui sont pas appropriées, je continuerai à en parler. Après, maintenant, est-ce qu'on parle de moi, est-ce qu'on parlera de moi à mon travail en disant, tiens, Élise, bah, c'est la bipolaire? Je ne sais pas, mais si on le fait, ce serait plus une fierté qu'autre chose, parce qu'aujourd'hui, je suis bien installée sur mon poste, j'ai rien à prouver et ça se passe très bien. Et il y a aussi des quotas RQTH, donc reconnaissance travailleur handicapé. Et moi, il se trouve que j'ai la RQTH, donc j'ai fait les démarches à mon travail. Et donc, je suis reconnue travailleuse handicapée. Et il faut savoir qu'il y a un quota de 6% pour les employeurs. D'accord. Ouais, donc c'est important aussi d'avoir aussi cette démarche, enfin, cette reconnaissance-là qui peut soutenir aussi dans le travail, parce que comme tu dis, c'est une maladie qu'il faut prendre au sérieux, qui a plein d'impacts, donc y compris dans le travail. Donc autant aussi bah, pas hésiter à faire ces démarches-là, parce que bah, quand on a une maladie, y compris physique, hein, c'est pareil pour tous les types de maladies, eh bien, il faut des prises en charge, y compris quand il y en a du côté du travail, quoi. Donc, ouais, merci de le souligner. Et, et justement, après, bah, comment donc là tu m'as parlé effectivement des collègues, de voir que, bah, effectivement bah, des fois il y a des réactions encore inappropriées, parce que les gens ont des croyances, ont des représentations sur les ou des avis sur prendre des médicaments ou pas, finalement ça parle que d'elle, hein, c'est son avis, personnel sur peut-être que voilà, donc mais on voit en tout cas qu'effectivement autour des maladies et des troubles psychiques, il y a encore ces préjugés-là, et effectivement ce type d'avis et d'opinion. Euh, mais comment ça s'est passé aussi bah, avec justement ton employeur, enfin, c'est-à-dire que tu avais forcément peut-être une N+1 ou une RH, donc tu parlais de la RQTH, comment ça s'est passé? Est-ce qu'ils t'ont accompagné dans cette reconnaissance-là? Comment tu les as annoncés? Voilà. Alors, ce qui s'est passé, c'est que, donc, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, j'étais sur un poste à responsabilité, j'étais chef de service.
Et il se trouve que le management et les enjeux financiers vraiment me prenaient à la gorge. Il y avait 1 million de recettes à rentrer. Moi, j'étais complètement euh, angoissée par cette perspective. Enfin, c'était vraiment, vraiment difficile. Et du coup, ma psychiatre, qui est, je le rappelle, extraordinaire, a fait un courrier à la médecin du travail pour lui demander de me décharger de mes missions de management et des enjeux financiers qui n'étaient pas compatibles avec ma pathologie en ce moment. Enfin, je veux dire, je pourrais en gérer peut-être plus tard, mais la psychiatre a bien dit que temporairement, il fallait surtout me libérer. Et de là, c'est là que j'en ai pas forcément parlé à ma N+1. Je lui ai dit à mots couverts, je lui ai pas dit que j'étais bipolaire, mais je lui ai dit que voilà, j'avais des difficultés et que elle a rencontré la médecin du travail. Et en l'occurrence, il y avait un nouveau poste qui était ouvert et j'ai eu la chance de pouvoir postuler et d'être reçue en entretien et d'être prise. Et du coup, je n'ai plus de management, plus d'enjeux financiers et j'en suis extrêmement soulagée. Donc, il y a eu un dialogue, même un trilogue avec entre ma manageuse, la future manageuse, la médecin du travail, et puis grâce au courrier de ma psychiatre. Tu disais à l'instant que ta psychiatre a pu faire un courrier à la médecine du travail, au médecin du travail, pour pouvoir te décharger des missions qui te pesaient et qui te, voilà, sur ton humeur notamment. Euh, Est-ce que tu pourrais préciser, enfin nous dire comment ça s'est passé? Est-ce que du coup c'est ta psychiatre qui a décidé d'elle-même d'envoyer ce courrier ou est-ce que elle en a discuté avec toi? Enfin, ça a été d'un commun accord pour faire ce courrier. Alors, ça faisait plusieurs séances, donc je la vois une fois par mois. Du coup, ça faisait plusieurs séances, donc au moins 3 mois, qu'elle me disait, il faut vous arrêter. Et moi, je ne voulais pas. Je voulais continuer parce que bah, forcément, on n'a pas envie de mettre les collègues en difficulté, on n'a pas envie de s'avouer ses propres faiblesses. Et puis moi, je connais la maladie. Enfin voilà, pour un tas de raisons, je voulais pas m'arrêter. Et elle m'a dit, mais c'est complètement absurde. Elle me dit, vous n'allez pas vous laisser entraîner dans un système qui est dysfonctionnel alors que vous étiez tellement heureuse cet été. Parce que j'ai eu des phases évidemment hautes et basses. Et donc là, que j'étais vraiment d'une humeur plus basse, elle me dit, mais rappelez-vous comme c'était bien. Et ces mots ont vraiment fait écho en moi où je me suis rendu compte qu'elle avait raison. Pourquoi me pourrir la vie? Et notamment, elle m'a dit autre chose qui a beaucoup résonné. Elle m'a dit, si vous ne le faites pas pour vous, j'en appelle à votre fonction de mère. Où en fait, elle a fait référence à mon fils et au fait que sa maman était un peu malheureuse à cause de, enfin, en partie, hein, bien sûr, il y a la bipolarité, mais en partie avec mon poste de chef de service qui n'était pas adapté. Et du coup, on en a beaucoup discuté. Ça s'est fait en 4, 5 mois, je pense. Et en fin de compte, je lui ai avoué que j'avais envie de changer de fonction. Et elle m'a aidée en rédigeant ce courrier. À aucun moment, elle me l'a imposé. Enfin, ça a été vraiment en douceur. Et il y a beaucoup de choses qui se font en douceur avec cette psychiatre. Alors, par exemple, j'ai un médicament en cas de besoin que j'ai beaucoup de mal à prendre. Et là, ça fait 2 fois qu'elle me redit de le prendre en douceur. Et je pense que je vais finir par y arriver. Mais voilà, il faut du temps. D'accord. Ouais, merci en tout cas de le dire parce que ça prouve que là encore, il peut y avoir un vrai parcours de soins aussi qui dépasse seulement le médical et il peut y avoir des vrais dialogues et justement il y a des interlocuteurs clés dans le monde du travail comme le médecin du travail, la médecine du travail de manière générale, qui sont des interlocuteurs et qu'il ne faut pas hésiter à solliciter parce que comme tu l'as montré pour toi, en l'occurrence, ce dialogue le tripartite, effectivement, bah, ça t'a permis en fait de trouver des solutions et puis de rester non seulement dans la même structure, mais aussi de pouvoir continuer à travailler en ayant sur bah, des missions qui te convenaient plus, quoi. Donc, comme quoi on peut s'adapter, on peut vivre en fait finalement avec des troubles bipolaires ou des troubles psychiques ou d'autres types de maladies et on peut trouver aussi des adaptations quoi. Donc je pense que c'est vraiment porteur d'espoir aussi pour ceux qui nous écoutent et il y a vraiment intérêt à demander de l'aide pour pouvoir trouver des adaptations et pas juste rester dans son coin Et ne sans pas solution subir. quoi. Ben oui. Voilà. Top. Non, bah écoute, merci beaucoup pour ce focus-là. Et, euh, et donc, comment dire, j'allais te poser une question peut-être après
pour conclure, mais tu me diras aussi s'il y a des choses qui te viennent en tête. Mais euh, j'ai deux questions à te poser. Quels sont les conseils ou ressources que tu donnerais à des personnes qui nous écoutent et qui se reconnaissent un peu dans ce que tu as décrit? Et ça, c'est la première question. Et ensuite, quel conseil ou bonnes pratiques tu donnerais à des RH, des managers ou des dirigeants qui nous écoutent pour justement favoriser l'accueil et puis le fait de travailler avec des personnes qui vivent des troubles bipolaires ou d'autres types de troubles psychiques. Alors, donc moi, les ressources, j'en ai parlé, c'est la Maison Perchée. En vrai, d'avoir une association et de la paire aidance, ça a transformé mon parcours de soins. Ça a été vraiment, euh, je sais même pas, j'ai même pas les mots, mais ça a été indispensable et pour toute personne qui se reconnaîtrait dans ce que je dis, d'aller sur le site de la Maison Perchée de passer dans un parcours de soins, avec cette association. Et puis au-delà de ça, il faut être très vigilant donc sur le sommeil, sur l'appétit, sur l'excitation ou sur la dévalorisation. Ce sont d'excellents indicateurs. Et évidemment en parler parce que c'est plus un tabou. Vraiment, on est en 2023. On peut en parler, on peut vivre avec, on peut être heureux avec. Et je suis toujours là pour en témoigner puisque maintenant je me sens heureuse et épanouie avec cette maladie. J'ai même eu un petit garçon. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais tout ce désir de maternité que j'avais dû mettre de côté, j'ai fini par le concrétiser et ça m'apporte énormément de joie. Donc, on peut même être parent. Voilà, si c'est l'objectif. Si ça l'est pas, on peut déployer sur d'autres activités, mais on peut tout à fait le faire avec une bipolarité. Et si je devais me permettre un conseil pour des RH ou des employeurs, eh ben, c'est de favoriser la prise de parole, c'est de favoriser d'entretenir un climat de confiance où les agents puissent vivre leur. Par exemple, j'ai une copine qui faisait des crises d'angoisse et moi-même j'en faisais. Alors c'était très différent parce que moi je cachais mes crises d'angoisse, donc je faisais rien paraître. Et cette copine, elle le disait. Et en fait, c'est ça, c'est d'avoir un climat propice à ce que les employés, si ils font une crise d'angoisse, s'ils font une crise de nerfs, s'ils font une dépression, s'ils font un épisode d'excitation, en fait, qu'ils puissent en parler. Il faut vraiment que la parole soit libérée et qu'ils sachent que ça ne menace pas leur emploi. Parce que voilà, c'est des collaborateurs qui ont une richesse aussi, les personnes bipolaires. Donc, il y a beaucoup de créativité, par exemple, mais il y a d'autres choses. Et donc, rassurer les personnes sur le fait qu'ils vont pouvoir conserver leur travail et dans de bonnes conditions. Donc, il faut pas hésiter à aménager. Moi, comme je disais, le management ne m'allait pas à cette période-là. Les enjeux financiers pesaient trop lourd sur moi, donc ils ont pu me proposer un poste plus adapté. Donc, voilà, favoriser la prise de parole, favoriser un climat de confiance, pouvoir adapter les missions, pouvoir adapter les postes, et puis, euh, et puis c'est déjà pas mal. Ouais, bah oui, merci. Bah, je pense qu'effectivement, déjà, ces deux axes-là, ça va être des axes précieux pour les personnes qui nous écoutent. Donc, merci beaucoup pour tout ce que tu as pu dire, pour ton témoignage. Voilà, et puis je sais pas, après si tu souhaites rajouter quelque chose, un dernier message ou si c'est bon pour toi. Non, bah c'est bon. Le message le plus important, c'est vraiment on peut vivre avec, on peut vivre heureux. À la suite de cet enregistrement, nous avons poursuivi les échanges avec Élise et il me paraissait important de vous partager les deux questions complémentaires que je lui ai posées. La première concernait ce que lui apporte de connaître sa maladie. En fait, le fait que je connaisse bien ma maladie, ça m'aide à les supporter, enfin en tout cas à les vivre, parce que notamment quand j'ai une humeur qui est très basse, je sais que ça va passer. Et ça, c'est trop important parce qu'on est tellement dévalorisé, on se sent tellement nul. Et en fait, on sait, quand on connaît bien sa maladie, que c'est dû à la bipolarité, que c'est pas la réalité. Et ça aide trop. C'est hyper important parce que il faut garder en tête, en fait, il y a
plusieurs, enfin, ma psychiatre en parlerait mieux que moi, mais il y a le cerveau émotionnel, le cerveau rationnel, le cerveau je ne sais quoi. Et du coup, donc le cerveau qui est affecté par le trouble de l'humeur, bon, lui, il est en roue libre. Par contre, le cerveau rationnel, il peut envoyer des messages du type ça va passer ou du type c'est pas vrai. Et ça, j'arrive à le faire, en fait. Et c'est hyper important pour moi. Ça m'aide vraiment à passer ces moments qui sont difficiles. Et voici la deuxième. Est-ce que tu as développé des qualités, des ressources grâce à cette maladie et qui te servent aujourd'hui dans ton travail? Ah bah, bien entendu. Alors déjà, j'ai développé un réseau qui est très important pour moi. C'est toutes les personnes que j'ai rencontrées avec la Maison Perchée. Et puis hors de la Maison Perchée aussi, parce que donc la Maison Perchée, c'est une association. Il y a des gens qui vont, qui viennent. Donc je suis très proche des créateurs et des pères aidants. Mais j'ai aussi des copines. Maintenant, c'est vraiment devenu des copines qui sont plus à la Maison Perchée et que je vois régulièrement. Donc déjà un réseau, ensuite des capacités avec cette maladie d'empathie que j'avais. Hein. J'étais pas une personne qui était complètement centrée sur moi-même, mais vraiment cette maladie, elle m'a aussi ouvert les yeux sur les difficultés qu'on pouvait rencontrer dans une vie, et je suis encore plus empathique et encore plus tournée vers autrui. Et puis, en dernier lieu, c'est toute la créativité. Quand on a des phases d'humeur haute, moi, j'ai l'impression d'avoir un super pouvoir. Je dis à ma psychiatre, j'ai l'impression d'avoir un super pouvoir. Je suis hyper efficace. Tout est facile, tout est simple. On peut créer, on peut réimaginer des choses, s'adapter. Tout est simple et facile. L'hypomanie, c'est difficile à traiter parce que on est bien, donc on n'a pas forcément envie d'en sortir. Mais il faut le traiter parce que c'est très dangereux pour le cerveau. Et du coup, c'est pas souhaitable que ce soit à long terme. Mais en tout cas, il y a ces facultés d'adaptation qui sont spectaculaires. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Brise avec Élise sur les troubles bipolaires et le monde du travail. Je vous retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode et comme toujours, n'hésitez pas à diffuser ce podcast autour de vous et à partager vos retours, remarques et commentaires. Brise est un podcast accompagné par Zest qui est soutenu par le Centre Ressources Réhabilitation Psychosociale. Je tiens à remercier chaleureusement Enzo Moscatelli qui s'est occupé du mixage et de la musique, sans oublier Florian Todorov et Romain Tabonne pour leur contribution à la réalisation de ce podcast.